Donc, bonjour à tous, je suis Jade Obadia, je suis interne en psychiatrie en deuxième semestre dans le service Orion actuellement et je vais vous parler des traitements psychotropes pendant la grossesse. Donc, là, il y a le plan de ma présentation. Donc, on va commencer par un cas clinique, une question, le contexte, les traitements par classe, les modifications physiologiques pendant la grossesse, quelques propositions de recommandations thérapeutiques. Alors, je vais commencer tout de suite par le cas clinique. Donc, on va parler de Madame X, qui est une patiente de 28 ans, qui est suivie pour un trouble schizoaffectif, qui a été hospitalisée dans notre service pour une décompensation psychotique, avec des symptômes de désorganisation, un tableau pseudo-confusionnel, des signes de syndrome positif également, avec des hallucinations auditives et des attitudes d'écoute dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. C'est une patiente qui avait vu sa psychiatre traitante quelques semaines avant d'être hospitalisée chez nous, qui avait suspecté une grossesse, mais après il y avait une rupture de traitement et de suivi. Nous, elle est arrivée dans notre service donc sur cette décompensation et on a confirmé la grossesse qui a été estimée à 35 semaines d'aménorrhée. Comme traitement avant l'hospitalisation, elle avait de la risperidone 4 mg et du Valium 2 mg en si besoin 2 fois dans la journée. Et les expositions probables depuis le début de la grossesse, il y avait de la cocaïne, de l'ecstasy, de la MDMA, kétamine, tabac, alcool. On n'a pas pu confirmer avec des tests toxicologiques, mais c'était avec l'interrogatoire de la patiente. Mais elle avait peu de souvenirs des événements récents, mais c'est les expositions probables qu'on pouvait retrouver. Donc quand elle est arrivée en hospitalisation, on a regardé un petit peu son traitement, on a poursuivi le Risperdal. Sa psychiatre traitante l'avait déjà poursuivi en suspectant la grossesse, en regardant que c'était un traitement qu'on pouvait laisser pendant la grossesse. Et nous, on a remplacé juste son diazépam par l'oxazépam. On va le voir après, mais c'est la benzodiazépine de choix chez les femmes enceintes. Et on a fait un bilan complémentaire de grossesse comme on a pu avec une échographie qui a daté la grossesse et qui a regardé aussi l'état du bébé au moins morphologique. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'anomalie morphologique. Après, il y a eu plusieurs fuites de la patiente, donc ça a été un suivi un petit peu compliqué. Finalement, la patiente a accouché prématurément à 35 semaines d'aménorrhée. Le contexte de l'accouchement était un peu compliqué, c'était pas en service de gynécologie. C'était dans le service, mais il n'y a pas eu de complications, en tout cas gynécologiques, suite à l'accouchement. Et le nouveau-né avait une bonne adaptation néonatale, avec une bonne trophicité, une bonne couleur, un cri à la naissance. Il a été admis ensuite en service de néonatologie. Donc la question que je me suis posée quand on a eu cette patiente dans le service, donc c'est la suivante, c'est quels sont les traitements psychotropes que nous pouvons utiliser pendant la grossesse chez nos patientes souffrant d'un trouble psychiatrique. Donc troubles dépressifs, troubles de l'humeur, troubles schizophréniques. Voilà, donc j'ai repris un petit peu le contexte. Donc on définit la période périnatale de la conception au 1 an du nouveau-né, donc 1 an suivant l'accouchement. Et on le sait en psychiatrie que c'est une période de vulnérabilité pour les patientes, à risque d'aggravation d'un trouble psychiatrique préexistant ou d'apparition d'un nouveau trouble psychiatrique non connu jusque-là. Donc c'est une période à risque de décompensation, donc on fait attention. Et je trouvais ça aussi intéressant de noter que la première cause de mortalité maternelle dans la première année après l'accouchement dans les pays riches, c'est le suicide, qui est quand même une de nos principales préoccupations en tant que psychiatre, donc c'est important de le savoir. Pour la plupart de mon exposé, je me suis basée sur cet article que j'ai noté ici, qui reprend un petit peu, qui se centre sur les traitements psychotropes pendant la grossesse, avec, en fait, c'est une synthèse de pas mal d'études. Voilà, donc je me suis surtout basée là-dessus, qui a été publiée en 2020 dans le Journal of Women's Health.
Donc il disait, dedans qu'un trouble psychiatrique chez la mère pendant la grossesse était, lui-même associé à des complications chez le fœtus, donc anomalie placentaire, petit poids de gestation, souffrance fœtale, prématurité, hypoglycémie néonatale, troubles du neurodéveloppement et troubles de l'attachement. Donc on voit chez notre patiente madame X, déjà on retrouve, comme complication de son trouble psychiatrique une naissance prématurée à 35 semaines d'aménorrhée. La prématurité, c'est la naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. Et il disait aussi que les femmes enceintes qui souffrent d'un trouble psychiatrique non traité, elles étaient plus à risque de comportements à risque, donc d'infections sexuellement transmissibles, de consommation de tabac, d'alcool et de drogue, de malnutrition et d'un suivi de grossesse plus erratique. Donc chez notre patiente également, on retrouve des consommations de tabac, d'alcool et de drogue, probablement de la malnutrition et surtout un suivi de la grossesse moindre parce qu'elle a eu aucune consultation de suivi de grossesse jusqu'à l'échographie qu'on a fait pour dater la grossesse. Donc on retrouve quand même des choses chez notre patiente. Et il disait aussi que donc le repérage efficace des troubles psychiatriques chez les femmes enceintes et le traitement surtout de ce trouble est associé à un meilleur pronostic, que ce soit pour la mère, l'enfant ou l'entourage familial. Et il disait qu'il y avait un manque de recherche et d'études pharmacologiques chez les femmes enceintes. Il y en a quand même, mais il décrivait la catégorie des femmes enceintes comme catégorie de personnes chez qui il y avait le moins de recherche, surtout pharmacologique, avec peu de traitements testés chez les femmes enceintes par peur de répercussions sur le bébé. Mais il y en a quand même, il y en a quand même et il y en a surtout qui sont en cours de recrutement, quelques études que j'ai vues. Donc là, je commence directement avec une liste un petit peu des classes de médicaments et des effets qu'ils peuvent avoir sur l'enfant et sur la femme enceinte. Ça va faire un petit peu liste, mais c'était quand même, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc il disait que les antidépresseurs, donc en fait, une femme enceinte sur 7, donc 14%, ce qui est quand même assez important, souffrira d'un épisode dépressif pendant la période périnatale, donc de la conception jusqu'au 1 an du bébé. Donc 15%, c'est quand même pas mal. Parmi ces femmes, donc 8% vont recevoir un traitement antidépresseur au moins une fois dans la grossesse et à peu près 2-3% des femmes qui vont maintenir ce traitement antidépresseur pendant la grossesse. Il disait qu'il y avait peu de données justement sur cette prescription, alors que c'est quand même une prescription qui est pas rare. Donc dans l'article, il disait qu'il y avait des risques de malformation cardiaque à la naissance. J'ai aussi regardé sur le CRAT, donc le centre de référence des médicaments tératogènes. Eux, ils ne retrouvaient pas d'anomalies morphologiques à la naissance, notamment les malformations cardiaques, ils n'en parlaient pas. J'ai comparé un petit peu les deux, parce que le CRAT, il rassemble un petit peu toutes les études connues sur les effets potentiels des traitements sur les femmes enceintes et sur le bébé. Et ils font des synthèses à chaque fois pour chaque classe de médicaments et pour chaque médicament. Le risque de prématurité, il est augmenté, que ce soit par les antidépresseurs ou la maladie dépressive en elle-même. Donc, il disait que les études étaient contradictoires, c'est un peu difficile de trancher sur qui fait quoi. À noter que notre patiente, du coup, elle n'avait pas de traitement antidépresseur, mais une maladie psychiatrique décompensée avec une naissance prématurée. Alors, il parlait aussi du syndrome d'adaptation néonatale. Moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est un syndrome à la naissance du bébé. C'est les bébés qui ont été exposés in utero aux ISRS avec des signes neurologiques, gastro et détresse respiratoire. C'est peu connu, peu mesurable, il y aurait un risque entre 0 à 30%. Mais c'était important de le savoir. De toute façon, dès qu'on a une patiente en psychiatrie avec des traitements, il faut se mettre en lien avec le gynécologue et les pédiatres qui s'occuperont de la maman et de l'enfant dans les premières heures de vie. Comme ça, ils savent qu'il y a eu exposition à certains traitements et une surveillance un peu plus importante. Par exemple,
notre enfant, le nouveau-né de notre patiente, il a été surveillé en service de néonatologie. Il y aurait des effets sur le développement et des retards de développement, mais qui ne seraient pas retrouvés à 78 semaines. Des risques de troubles du langage à l'adolescence et de dépression chez l'adolescent, mais il n'y aurait pas de risque de troubles du neurodéveloppement. Globalement, pour l'allaitement, les antidépresseurs, ils passent dans le lait, mais ils sont assez bien tolérés. C'est la sertraline qui a été la mieux étudiée. La paroxétine aussi est bien étudiée dans l'allaitement. Et j'ai pas trouvé de données disponibles sur des contrôles éventuels horaires qu'on peut retrouver dans d'autres médicaments ou dans d'autres toxiques. Par exemple, il faudrait prendre le traitement à telle heure, espacé de 2 heures, l'ATT, mais ça, j'ai pas retrouvé. Donc ensuite, les régulateurs de l'humeur. Donc ça, c'est des tableaux qu'on retrouve sur le CRAT, liste de médicaments dangereux pendant la grossesse. On a cette liste qui sont les médicaments tératogènes avérés à proscrire pendant au moins les 2 premiers mois de grossesse, mais si possible pendant toute la grossesse. Et on retrouve l'acide valproïque, qui est contre-indiqué chez la femme enceinte et même chez la femme jeune en âge de procréer. Et même, on a trouvé des données récentes qui le contre-indiqueraient aussi chez les hommes, parce que ça passerait aussi dans les spermatozoïdes et ce serait à risque tératogène pour le bébé. Il y a aussi une deuxième liste, c'est les médicaments tératogènes avérés, mais qui sont utilisables en l'absence d'alternatives thérapeutiques. On retrouve le lithium, la carbamazépine, et j'ai mis aussi le topiramate qu'on utilise souvent à visée anti-impulsive. Donc lithium, il est associé à des malformations cardiaques, avec un effet dose dépendant. Donc plus on a plus la posologie est grande, plus le risque est grand. Ils incitaient aussi sur le fait qu'une rupture de traitement brutale s'associe à un risque de décompensation de la maladie bipolaire, qui est elle aussi à risque pour le bébé. Donc il faut toujours réfléchir avant d'arrêter le traitement brusquement. Et il disait que s'il y avait une glycémie trop élevée, il y avait un risque de toxicité pour la mère, mais aussi pour le fœtus, avec une mauvaise adaptation néonatale, un score d'Apgar plus bas et des signes neurologiques. La lamotrigine, il y a un risque de fente palatine. La carbamazépine, un risque de spina bifida, donc d'anomalie de la fermeture du tube neural, surtout si exposition avant la 10e semaine d'aménorrhée. Et l'acide valproïque, un risque tératogène, il y a plusieurs anomalies cardiaques, il y a plein d'anomalies morphologiques et il est formellement contre-indiqué. Et le topiramate, il y avait un risque de fente palatine aussi. Donc les antipsychotiques, il y a à peu près 1% des femmes enceintes qui vont être exposées à un traitement par antipsychotique de 2e génération et 0,1% exposées à un antipsychotique de 1re génération, donc c'est quand même pas mal. Donc pour les antipsychotiques, il y a beaucoup de données. Alors dans l'article que j'ai lu, il parlait d'anomalies morphologiques cardiaques pour le risperdal, mais quand j'ai regardé dans le CRAT, c'était pas retrouvé. Globalement, les données, elles sont rassurantes sur à peu près tous les antipsychotiques, sur qu'il n'y a pas de risque de malformation fœtale, que ce soit les 1re ou 2e générations. Par contre, il parlait des effets secondaires métaboliques qu'on connaît déjà bien de nos antipsychotiques chez la mère, mais du coup, il y avait un risque de diabète gestationnel. Il n'y avait pas de risque augmenté de troubles du neurodéveloppement. Ça, c'est plutôt, en fait, troubles de neurodéveloppement, c'est à risque c'est le facteur de risque, c'est la maladie psychiatrique maternelle. Et après, dans l'article, j'ai pas retrouvé de données, il parlait pas de la clozapine ni du Soliant de la misulpride. Donc j'ai regardé d'autres études, là j'ai mis l'étude sur la clozapine. Donc il y a peu de données publiées, mais celles qui sont publiées, elles sont assez rassurantes, avec pas de risque malformatif comme les autres antipsychotiques. Et par contre, il y a un risque à la naissance de constipation et de leucopénie chez le nouveau-né, mais ça, c'est des effets aussi qu'on connaît bien chez nos patients et patientes, et donc qui sont retrouvés chez le bébé, qui méritent une surveillance à la naissance, mais c'est des effets qu'on connaît. Et l'amisulpride, pareil, il y a peu de données, mais en tout cas, les données qu'on a, elles sont aussi rassurantes, en tout cas sur le risque de malformation fœtale. Dans les psychostimulants, il y a aussi le méthylphénidate. Dans l'étude, il disait qu'il y avait une légère augmentation du risque de malformation cardiaque. Mais dans le CRAT, quand j'ai recherché, il disait qu'il n'y avait pas
d'effets malformatifs. Et il y aurait un risque d'hyperexcitabilité néonatale, qu'on comprend puisque c'est un psychostimulant, donc qui nécessite une surveillance à la naissance et pas d'augmentation du risque de troubles du neurodéveloppement. Pour les anxiolytiques et les hypnotiques, pour finir, donc il n'y a pas d'augmentation du risque de malformation, pas d'augmentation du risque de neurodéveloppement, mais par contre, on peut avoir une mauvaise adaptation néonatale. Il peut y avoir soit des signes d'imprégnation, avec une hypotonie axiale, un déficit de la succion, ou alors un syndrome de sevrage, si le bébé a été exposé et à la naissance, il n'y a plus d'exposition, ou qu'on l'arrête un petit peu avant l'accouchement, avec une hyperexcitabilité, de la tachycardie, une hypersidation, des trémulations, voire jusqu'à une crise d'épilepsie, des convulsions. Donc ça, ce sont des effets qui sont réversibles et qui disparaissent une fois que les benzodiazépines ont quitté le corps du bébé. Et donc ça dépend de la demi-vie. C'est pour ça qu'on privilégie plutôt une benzodiazépine à demi-vie courte qui va être le moins longtemps possible dans le corps. Donc la mélatonine, il disait qu'il y avait peu de données dans le premier article sur lequel je me suis basée, mais j'ai trouvé un article sur la mélatonine. En fait, il y aurait eu chez les animaux un risque tératogène, mais chez l'homme, toutes les données qu'on a, même s'il n'y en a pas énormément, mais celles qu'on a, elles sont rassurantes, avec pas de risque de malformation fœtale. Donc avec tout ça, donc on a le risque sur le bébé de malformation, etc. Mais je voulais parler aussi des modifications physiologiques pendant la grossesse parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de modifications dont je vais vous parler qui peuvent modifier la concentration plasmatique des médicaments, la pharmacocinétique. Donc ce qu'on retrouve principalement donc, dès le 2e trimestre, c'est une augmentation du métabolisme hépatique et une augmentation de l'élimination rénale. Donc on sait qu'on a beaucoup de nos médicaments en psychiatrie qui ont une élimination rénale, comme par exemple le lithium, qui est en majorité éliminé au niveau rénal, ou alors un métabolisme hépatique. Donc c'est important de le savoir parce que ça peut diminuer la concentration plasmatique et donc induire une perte d'efficacité de nos médicaments. Il y a aussi l'hémodilution par hypervolémie et la prise de poids, donc pareil, une concentration plasmatique diminuée. Et il parlait aussi de la variation de l'activité enzymatique des cytochromes P450. Enfin, ça, je vais me concentrer un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que dans le service, on l'utilise pas mal pour nos patients, enfin pour nos antipsychotiques avec nos patients qui ont des schizophrénies résistantes ou des dépressions résistantes, etc. Donc, je trouvais ça intéressant de se pencher un petit peu plus là-dessus chez les femmes enceintes. Et variation des protéines de transport aussi, avec une diminution des protéines de transport, et donc pareil, qui diminue en fait la concentration des traitements et donc l'efficacité. Donc les cytochromes P450, ce sont des enzymes qui participent au métabolisme des médicaments. Donc c'est la 3e phase de la pharmacocinétique, après l'absorption et la distribution. Donc ce sont des enzymes qui sont retrouvées principalement dans le foie. Et on a différents profils métaboliseurs qui dépendent en fait, là je ne l'ai pas détaillé sur le diapo, mais ça dépend au niveau génétique, de l'expression des allèles, enfin si c'est homozygote, hétérozygote. Donc on a des métaboliseurs lents, intermédiaires, extensifs, ultra rapides. En fait, les métaboliseurs lents, donc en fait, le traitement, il va venir se fixer sur le cytochrome P450, il va être métabolisé et donc éliminé. Si on a un métaboliseur lent, le traitement va venir se fixer de façon plus lente sur le cytochrome P450, être moins rapidement métabolisé et éliminé, et donc se concentrer un peu plus dans le sang, et il va y avoir plus de médicaments dans le sang, et donc un risque d'effets secondaires plus important. Extensif, c'est à peu près normal, et ultra rapide sont des personnes qui vont avoir des traitements qui vont se métaboliser très rapidement et qui vont être très vite éliminés, chez qui on va pouvoir avoir une perte d'efficacité en fait par diminution de la concentration plasmatique du médicament qui va être éliminé trop vite. Ça, c'est valable pour les traitements qui n'ont pas de métabolite actif, mais par exemple, on sait que le Risperdal
a un métabolite actif, je l'ai noté juste après, mais du coup, même s'il s'élimine très rapidement, il y a le métabolite qui reste et qui permet d'avoir un effet, en fait. Donc là, j'ai listé un petit peu les différents cytochromes P450. Les médicaments ne se fixent pas sur les mêmes. Le cytochrome P2D6 regroupe 25% des traitements existants, la plupart des antipsychotiques et aussi quelques traitements antidépresseurs, dont la fluoxétine, la paroxétine. Il y avait aussi la venlafaxine et la myrtazapine, de ceux qu'on utilise pas mal. Le 2B6, il y a la sertraline. Le 2C19, c'est celui qui regroupe la plupart des antidépresseurs aussi. Le 1A2, il y a la clozapine et l'olanzapine notamment. Et le 3A4, il y a les antipsychotiques, kétiapine, aldol et la carbamazépine. À noter aussi que le solvant, donc l'amisulpride, le lithium et l'oxazépam ne passent pas par le cytochrome P450. Donc leur concentration ne sera pas modifiée par ce biais-là. Après, il y aura toujours l'augmentation de l'élimination rénale, par exemple pour le lithium, qui augmentera son élimination pendant la grossesse, et le solvant pareil, avec l'hypervolémie aussi. Et l'oxazépam, si on revient aussi sur notre patiente, il n'y aura pas de modification de son métabolisme, puisque je rappelle qu'on avait mis de l'oxazépam pour notre patiente. Donc ça passe pas par ce mécanisme-là. Par contre, la risperidone, là, je l'ai mis ici, va passer par le cytochrome P2D6, 3 à 4 avec son métabolite actif. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais c'est parce que notre patiente avait de la risperidone. Donc, les modifications pendant la grossesse, ça dépend des cytochromes. Donc, le 3 à 4, le 2B6 et le 2C9 ont une activité enzymatique qui est augmentée, donc une élimination plus rapide et donc une concentration plasmatique diminuée. Donc, il faut avoir tendance à regarder les symptômes, voir si on est en perte d'efficacité du traitement et ne pas hésiter à augmenter la posologie. Le 1A2 et le 2C19, donc la clozapine par exemple et la plupart des antidépresseurs, on a une activité enzymatique diminuée avec une élimination plus lente et un risque d'accumulation. Donc un risque de toxicité, et il faudra faire attention aux risques d'effets indésirables qui sont augmentés du coup pendant la grossesse. Voilà. Et le cytochrome P2D6 par contre, c'est un petit peu particulier. C'est variable selon le profil métaboliseur de la patiente. Donc les patientes qui sont métaboliseurs ultra rapides ou extensifs, elles ont une activité enzymatique encore plus augmentée, donc une concentration plasmatique qui peut encore plus diminuer et donc des posologies qui sont encore plus à augmenter. Et pareil pour les métaboliseurs lents, l'activité enzymatique est diminuée, donc on a encore plus un risque de toxicité, donc il faut faire vraiment attention. Pour notre patiente, du coup, qui avait de la risperidone, bon, après, on n'a pas eu l'occasion de faire de génotypage pour cette patiente et de réfléchir à son traitement par risperidone. Est-ce qu'elle est métaboliseur ultra rapide ou lente? Est-ce qu'on doit adapter par rapport à ça? Mais je voulais juste noter que si on avait dû le faire, le génotypage, on aurait fait le cytochrome P2D6 et le 3 à 4 par lequel passe la risperidone. On aurait pu imaginer, si elle était métaboliseur extensive, donc normale, que l'activité enzymatique aurait été augmentée avec une activité plus rapide, enfin une élimination plus rapide et une perte d'efficacité, avec le 2D6 et le 3 à 4 qui est augmenté. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un métabolite actif, donc ça aurait pu se normaliser avec quand même de l'efficacité parce que le métabolite actif, il reste et il a quand même il est actif, donc il a quand même une efficacité sur les symptômes. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, les cytochromes P450, leur activité, elle revient à la normale dans les 11 semaines de grossesse, donc il faut toujours bien surveiller les symptômes pour éviter un risque de surdosage ou de sous-dosage avec la modification de l'activité enzymatique. Donc là, je vais vous proposer quelques recommandations thérapeutiques qui étaient retrouvées dans l'article et dans le CRAT. J'ai fait un petit peu une synthèse des deux. Globalement, en psychiatrie, on a quand même des patientes jeunes. Si on parle surtout troubles
schizophréniques ou troubles de l'humeur qui apparaissent vers 15-25 ans. Enfin, on a quand même beaucoup de patientes jeunes en consultation, en hospitalisation, et on sera forcément confronté, je pense, peu importe le lieu de notre exercice, à des patientes jeunes qui voudront avoir des enfants et donc une grossesse, et privilégier donc la réalisation d'une consultation préconceptionnelle, donc avec une patiente qui nous partage un désir de grossesse, une consultation un petit peu concentrée là-dessus, avec exposition donc des risques fétaux liés à la maladie et au traitement médicamenteux. Donc, il faut que la patiente sache qu'il y a des risques pour son bébé liés à sa maladie psychiatrique, surtout si elle est décompensée et non traitée. Il y a des risques avec le traitement médicamenteux, mais on a vu que globalement, les données sont assez rassurantes et qu'il n'y a pas de... Enfin, on peut rassurer la patiente avec les traitements médicamenteux qu'on prescrit, en faisant attention de ne pas prescrire ceux qui sont très à risque de malformation du bébé. Mais en tout cas, les données sont globalement rassurantes. Donc, plutôt avec la balance bénéfice-risque toujours, mais plutôt penchée pour une maladie psychiatrique traitée. Voilà, donc avec un monitorage des symptômes à chaque consultation. Donc ça, c'est ce qu'on fait, je pense, tous quand on voit nos patients en consultation, de regarder les symptômes, s'il n'y a pas une rechute de la maladie, un bon contrôle des symptômes. Mais il disait de bien se concentrer sur ça quand même, au moins une fois par mois, parce qu'on sait que les traitements qu'on prescrit peuvent être diminués, enfin la concentration plasmatique peut être diminuée avec une perte d'efficacité. Pour les traitements, ce qui revenait à chaque fois que j'ai regardé des données sur le sujet, ils privilégiaient pas d'arrêt brutal du traitement habituel. Parce que même si on découvre une grossesse et qu'il y a un traitement, il ne faut pas enlever le traitement en se disant ça va être mauvais pour le bébé. Il ne faut pas risquer une décompensation brutale du trouble psychiatrique parce que c'est un risque aussi pour le bébé. Si on maintient un traitement, il faut la dose minimale efficace et pas de sous-dosage parce qu'on a tendance à diminuer le traitement le plus bas possible pour ne pas trop exposer le bébé. Mais il disait qu'il y avait en fait cette double exposition. Si on fait ça, on a une maladie psychiatrique qui n'est pas assez bien traitée, des symptômes non contrôlés, mais à un bébé qui est donc exposé aux effets indésirables de la maladie décompensée et quand même au traitement. Donc ça fait une double exposition. Il faut éviter d'associer plusieurs psychotropes de la même classe et augmenter les posologies si on a une perte d'efficacité, comme on a vu avec, avec les modifications qu'on connaît de la grossesse. Donc, chez notre patiente, on n'a pas pu faire de consultation préconceptionnelle. Enfin, sa psychiatre traitante avait quand même un petit peu abordé ça quand elle l'avait vu, mais après, il y avait eu une rupture de suivi. Donc, on n'a pas pu trop faire ça. Mais quand on l'a reçue en hospitalisation, en tout cas, on a gardé le traitement pour pour essayer de contrôler les symptômes de la décompensation. Mais en tout cas, pour les prochaines patientes qu'on pourra avoir, je pense aussi à des patientes qu'on a déjà eues en hospitalisation qui nous avaient fait part de leur désir de grossesse. On peut avoir ces principes-là en tête. Donc, dès qu'on a un doute, on va sur le centre de référence sur les agents tératogènes, c'est www.lecrat.fr. Il y a une barre de recherche comme ça, où on peut chercher tous les médicaments qu'on veut, et ça nous sort une fiche avec les risques pour le bébé, que ce soit pendant la grossesse in utero ou en néonatal, et avec des petites règles de prescription. Donc c'est pas mal. Là, c'est les listes médicaments dangereux en cours de grossesse, c'est les listes que je vous ai montrées pour les thymorégulateurs. Je vais faire un petit résumé pour chaque classe de médicaments, rapidement, de recommandations. Donc les antidépresseurs, ils peuvent presque tous être utilisés pendant la grossesse. Il faut utiliser celles qui étaient déjà efficaces avant la grossesse, à dose efficace. Et on adapte la posologie surtout selon la clinique, avec un monitorage des symptômes fréquents et en faisant attention à une potentielle perte d'efficacité, sachant qu'en plus, la grossesse, c'est un facteur de risque de décompensation en elle-même de la maladie dépressive. Les thymorégulateurs, ils proposaient dans le CRAT, en première intention, la lamotrigine et les antipsychotiques, qui sont peu à risque, et en deuxième intention, si vraiment la prescription est indispensable, mais en essayant d'éviter quand même, lithium, carbamazépine, et surtout, ce qui est contre-indiqué, c'est l'acide valproïque, que ce soit pendant la grossesse ou
chez les femmes jeunes en âge de procréer et les hommes aussi maintenant. Et dans l'anti-impulsif, le topiramate, on essaye de ne pas le prescrire, mais si vraiment c'est indispensable, on peut le laisser en faisant attention. Pour le lithium, ce qu'on peut proposer, c'est une lithémie plasmatique au moins 1 fois par mois, en se concentrant aussi surtout sur les signes cliniques. On évite une exposition avant 10 semaines, surtout entre 5 et 9 semaines, c'est la période d'organogénèse cardiaque. Et si jamais il y a eu une exposition qu'on n'a pas eu le choix, il faut faire une échographie cardiaque fœtale à 20 semaines d'aménorrhée pour un dépistage d'une malformation fœtale cardiaque. La lamotrigine, sa concentration, elle est souvent diminuée par interaction avec les œstrogènes. En fait, on sait que la lamotrigine, sa concentration plasmatique est diminuée par la pilule œstroprogestative. Mais on sait aussi que la grossesse est un moment où les œstrogènes sont très augmentés chez la femme enceinte. Donc la concentration forcément de la lamotrigine pendant la grossesse est souvent très diminuée. Et donc on doit augmenter la posologie. La posologie qui a diminué après l'accouchement pour éviter un risque de toxicité. Et le carbamazépine, on évite aussi l'exposition avant 10 semaines d'aménorrhée, et surtout entre 4 et 6 semaines d'aménorrhée, qui est le moment où il peut y avoir des anomalies de la fermeture du tube neural. Il disait dans le CRAT, pour l'acide folique, qu'on prescrit assez systématiquement chez la femme enceinte, même avant, préconceptionnel, pour éviter les anomalies de la fermeture du tube neural, que c'était inefficace. On ne peut pas prescrire d'acide folique en se disant que ça va éviter le risque de spina bifida avec la carbamazépine. Donc, il disait qu'on le prescrivait dans tous les cas pour le risque de toute personne, mais qu'avec ce traitement, c'était inefficace. Ça ne prévenait pas le risque. Les antipsychotiques, ils privilégiaient la risperidone, l'olanzapine, la quetiapine, l'aripiprazole, qui sont les antipsychotiques qui sont le plus étudiés, en fait, là où on a le plus de données. Mais on a vu que la clozapine et la misulpride, il y a moins de données, mais a priori, celles qu'on a sont assez rassurantes. Si on peut laisser le traitement qui est efficace chez nos patientes avant la grossesse, c'est mieux. Donc chez notre patiente, Madame X, on a laissé la risperidone, et y compris les formes retard injectables. Donc c'est pareil, le Péros ou l'injectable, les deux sont pas trop à risque. On peut rassurer nos patientes là-dessus. D'ailleurs, notre patiente, sa psychiatre traitante s'était posé la question de la mise en place d'un Xéplion avec un suivi qui n'était pas toujours... elle venait pas à tous les rendez-vous, etc. Donc elle avait regardé aussi pour le Xéplion et c'était bon, quoi. Il faut adapter la posologie selon la clinique, pareil, parce qu'on a un risque de diminution de la concentration plasmatique des traitements. Et on peut proposer aussi de surveiller la glycémie, qui est surveillée systématiquement chez toutes les femmes enceintes, mais de rester assez prudent sur la glycémie, parce que ça peut augmenter le risque de diabète gestationnel, et l'adaptation néonatale aussi, en surveillant le bébé. Bon, ça, c'est fait, je pense, chez toutes les femmes enceintes qui ont été exposées à des traitements, quel que soit le traitement. Il y a une surveillance du bébé dans les premiers jours de vie, mais voilà. Pour les anxiolytiques, c'est les mêmes règles que chez tous les patients. On évite le plus possible s'il n'y a pas d'autres moyens d'anxiolyser. Posologie minimale efficace et durée la plus courte possible. Et privilégier donc l'oxazépam, donc le Seresta, parce qu'il y a une demi-vie, c'est la demi-vie la plus courte des benzodiazépines. Il n'y a pas de métabolite actif qui pourrait rester dans le corps et donc maintenir l'exposition. C'est ce qu'on a fait chez notre patiente. On a remplacé le diazépam par de l'oxazépam. Donc, en conclusion, on sait que les troubles psychiatriques sont fréquents pendant la période périnatale. On a des patientes jeunes qui voudront très probablement avoir des enfants et tomber enceintes. Et donc, je pense qu'on sera tous confrontés à ce genre de demande de la part de nos patientes. Il faut un traitement adapté pour la bonne santé de la patiente, avec un contrôle de sa maladie, pour l'enfant, pour éviter le risque de complications, et de son entourage familial, pour qu'il ait les meilleures dispositions possibles pour la naissance d'un enfant. Balance bénéfice-risque comme toujours quand on prescrit des médicaments, et une décision partagée avec la patiente.
Dans le cas clinique que j'ai présenté, c'était un peu particulier parce qu'on l'a reçu déjà à 7 mois de grossesse. La grossesse était déjà bien évolutive et qu'elle a accouché assez rapidement. Mais je pense aussi à une de nos patientes qu'on avait reçue en hospitalisation qui avait un grand désir de grossesse, chez qui on voulait mettre de la carbamazépine pour son trouble bipolaire en plus de l'olanzapine. Mais on avait eu beaucoup, beaucoup de discussions avec elle parce que elle voulait vraiment pas renoncer à son désir de grossesse. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas introduit ce traitement-là pour respecter son désir de grossesse. Donc toujours en discuter avec la patiente. Voilà. Donc ça, c'est les petites études que j'ai pu... Donc là, je me suis surtout basée sur la première et après, il y avait pas mal d'études sur ça, surtout avec les cytochromes P450. Voilà, merci pour votre attention.